2 ans d'agonie finissent avec le retour chez eux des 20 derniers otages israéliens vivants. Mais la paix, pas encore. À l'intérieur de Gaza, le Hamas retarde la restitution des corps des otages assassinés et tourne désormais ses armes vers l'intérieur, écrasant ses rivaux et défiant le plan de paix de Trump. L'avertissement de Trump, et c'est clair, le Hamas se désarmera ou sera désarmé. L'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis reprennent désormais les propos du président. La poussière retombée, une question subsiste. La guerre est-elle vraiment terminée ou Gaza est-elle sur le point de s'embraser à nouveau? À venir dans le Jérusalem Minute d'aujourd'hui. Bienvenue dans Jérusalem Initiator sur Jewish News Syndicate Télévision. Je m'appelle Josh Haston, correspondant pour Jewish News Syndicate News. Nous sommes au Jewish News Syndicate Media Hub à Jérusalem avec Alex Treman, président-directeur général de Jewish News Syndicate. Et Alex, cela fait une semaine que le cessez-le-feu avec le Hamas est en vigueur et beaucoup de choses se passent en ce moment. Dernière nouvelle, le Hamas a attaqué une position de Tzahal avec un missile anti-char. À l'instant, à Rafiach, dans le sud de Gaza, en même temps, 2 autres corps d'otages ont été remis pendant la nuit. Nous en sommes à 12 des 28 corps remis. Et bien sûr, plus tôt dans la semaine, il y a eu beaucoup de célébrations à travers Israël avec le retour de 20 otages vivants après 2 ans dans les cachots du Hamas à Gaza. Eh bien, je pense que le dernier est le plus important. Pour la première fois depuis 2014, il n'y a plus d'otages vivants détenus dans la bande de Gaza. Nous savons que les otages étaient la principale carte du Hamas. Ils ont empêché les forces de défense israéliennes de causer beaucoup des dégâts qu'ils voulaient infliger, en particulier dans la ville de Gaza. Les otages ont rapporté être déplacés dans la bande et utilisés comme boucliers humains pour dissuader les forces de défense israéliennes d'entrer sous peine de mort des otages. Maintenant, le Hamas n'a plus de personnes dont Israël se soucie. Ici, ils ne peuvent ne plus utiliser les otages comme une terreur psychologique. Nous voyons qu'ils ralentissent le retour des corps dans la bande de Gaza. Comme vous l'avez mentionné, seulement 12 corps sur les 28 ont été rendus jusqu'à présent. Le premier jour, nous avons récupéré 7 corps, puis un autre qui n'était pas un otage. Et depuis, nous recevons 1 ou 2 corps à la fois. Et on peut probablement s'attendre à ce que cela continue. Je dirais que l'accord se déroule exactement comme Israël l'avait prévu. Ici, personne ne se faisait d'illusions sur le Hamas ou ses intentions. L'objectif principal était de récupérer les otages. Je pense que le principal accomplissement de l'accord, c'est qu'Israël maintient environ 50%, même 53%, disent-ils, de contrôle sur la bande de Gaza. On voit justement aujourd'hui qu'ils commencent à délimiter ces lignes avec des barrières en béton à Gaza. Mais en ce qui concerne le Hamas, on voit qu'ils testent le terrain. Ils essaient de pousser Israël à commettre des violations. Ce sont des choses que nous savions susceptibles de se produire. Bien sûr, c'est ce qu'ils font, tout en tentant aussi de réaffirmer leur domination dans la bande de Gaza. Des dirigeants du Hamas ont déclaré en interview qu'ils ne comptent pas se désarmer et voient le cessez-le-feu comme une trêve de 3 à 5 ans pour se reconstruire. Tout le monde comprend qu'il s'agit du Hamas, une organisation terroriste. Ils n'agissent que selon ce qu'ils estiment être dans leur meilleur intérêt à court et à long terme. Il n'y aura pas d'élimination de chaque dernier terroriste du Hamas à Gaza. Si Israël essaie d'éliminer chaque dernier terroriste, cela pourrait prendre 1 an, cela pourrait prendre 2 ans. Je pense qu'il est crucial pour Israël que le monde voit que la guerre est finie et que les nations arabes comme le Qatar, l'Égypte, la Turquie et d'autres se sont opposées au Hamas. Donc, vous savez, je pense qu'il y a beaucoup de raisons pour lesquelles cet accord se déroule exactement comme Israël l'espérait. Mais personne ne pense, et le Premier ministre l'a dit, vous savez, il a dit que la guerre n'est pas nécessairement terminée. Nous donnons une chance à la paix de se développer. En ce moment, je reçois juste des informations ici sur une frappe à Jabalia. Donc, les forces de défense israéliennes, vous savez, même avec un soi-disant cessez-le-feu, c'est similaire, je dirais, à la situation peut-être dans le nord d'Israël avec le Hezbollah. Même s'il y a un cessez-le-feu, les forces de défense israéliennes maintiennent toujours leur position et se réservent le droit de frapper si nécessaire, premièrement. Et deuxièmement, je veux parler du Hamas et de leur affirmation selon laquelle ils n'ont pas accès au corps. D'une manière ou d'une autre, ils ont réussi à conclure un accord disant qu'ils allaient rendre les corps de ceux qu'ils ont assassinés. Ils expliquent que c'est aussi long car ils ne savent pas où ils sont, disant qu'Israël a bombardé ces zones et que les corps sont sous les décombres. Je veux dire, pensez à Hadar Golden, de mémoire bénie.
Son corps est détenu là-bas depuis 11 ans. Vous êtes en train de me dire que pendant tout ce temps, il ne savait pas où se trouvait son corps. Parlez donc des similitudes avec le Hezbollah et du fait que le Hamas semble jouer avec les corps. Eh bien, je pense que lorsqu'on parle d'un otage, d'un corps décédé comme Hadar Golden, vous savez, c'était un atout majeur que le Hamas détenait depuis longtemps. Il savait où il était. Si vous regardez ce qui s'est passé le 7 octobre, il y a eu 6000 personnes qui ont traversé la frontière. D'une part, c'était évidemment très bien organisé. D'autre part, certains aspects étaient décentralisés. 6000 personnes ont traversé la frontière, pas toutes du Hamas. Après avoir vu la situation, certains se sont peut-être contentés d'attraper des gens, d'autres prenaient des corps sans vie. Dans de nombreux cas, les terroristes qui ont pris les corps et même ceux qui ont reçu les corps après leur transfert avaient été tués par les forces de défense israéliennes. Ils ne savent peut-être pas où se trouvent tous ces corps. Les personnes qui savaient pourraient ne plus être en vie. Il se peut que si ces corps ont été enterrés sous terre, ce qui est probable, la plupart de ces corps ont été enterrés, ces zones ayant été bombardées et rasées par les forces de défense israéliennes. Donc, je pense qu'Israël a compris que récupérer tous les corps ne serait peut-être pas facile. Nous avons entendu des rapports sur des forces turques, égyptiennes et israéliennes, des forces spécialisées qui partent à la recherche des corps avec les renseignements dont elles disposent, ce qui, je pense, indique que beaucoup d'entre eux sont enterrés sous terre dans des zones qui ont été au moins partiellement détruites. Mais en même temps, tout le monde teste et le Hamas teste certainement pour voir jusqu'où va la patience d'Israël, jusqu'où va la patience du président Trump. Nous avons entendu le président Trump déclarer qu'il attendait du Hamas qu'il se désarme et affirmer qu'il agirait jusqu'au dernier otage. Le président et le premier ministre affirment que cela peut se faire facilement ou difficilement. Soit le Hamas va déposer les armes et rendre les otages décédés, soit, vous savez, ils vont être anéantis. Et nous avons également vu le premier ministre Netanyahou déclarer que le passage de Rafah entre Gaza et l'Égypte restera fermé indéfiniment jusqu'à ce que tous les corps des otages soient rendus. Voyons cette vidéo sur le désarmement du Hamas et les commentaires du président Trump cette semaine. Nous leur avons dit que nous voulons qu'ils se désarment et ils se désarmeront. Et s'ils ne se désarment pas, nous les désarmerons. Et cela se produira rapidement et peut-être violemment. Et j'ai parlé à Hamas. Et j'ai dit, vous allez vous désarmer, n'est-ce pas? Oui, monsieur, nous allons nous désarmer. C'est ce qu'ils m'ont dit. Ils se désarmeront ou nous les désarmerons. Donc voilà le président Trump qui dit qu'apparemment ses conseillers lui disent que le Hamas affirme qu'il va se désarmer. Israël, avec le soutien du président Trump, se réserve le droit d'agir contre le Hamas si le cessez-le-feu est rompu. J'imagine de façon encore plus extrême qu'ils ne l'ont déjà fait aujourd'hui en ce qui concerne l'attaque de la position des États-Unis. Mais si on en arrive à un point où Israël estime que le Hamas ne se désarme pas, il y a toujours une menace. Israël finira peut-être le travail et éradiquera le Hamas autant que possible. C'est ce que nous voyons avec le soutien du président américain. Et nous avons vu le premier ministre dire des choses similaires. Vous savez, je pense qu'Israël donne une chance à la paix. Le premier ministre affirme « Nous avons signé la première phase de l'accord ». Israël n'a pas signé d'accord de paix définitif, seulement un accord de première phase. Et dans l'ensemble, je pense qu'Israël est assez satisfait d'avoir récupéré les 20 otages vivants. De plus, Israël a respecté ses engagements en libérant tous les prisonniers prévus dans cet accord, ce qui a été une pilule très amère à avaler pour Israël. Nous parlions de 1700 personnes qui ont été capturées pendant la guerre. Nous parlions aussi de 250 prisonniers qui étaient détenus dans les prisons israéliennes pour avoir commis des actes de meurtre contre des citoyens israéliens. Donc, Israël a fait sa part. Et maintenant, nous voyons déjà des tentatives pour tâter le terrain, à la fois de la part de Tsahal pour voir comment Hamas va réagir et si Israël va répondre. Mais vous avez demandé s'il y avait un lien entre ce qui se passe à Gaza et dans le sud du Liban. Nous constatons que la doctrine militaire d'Israël a évolué. Et les gens disaient qu'Israël, leur doctrine, c'était toujours de tondre la pelouse. Mais franchement, à Gaza, Israël ne tondait pas la pelouse. Depuis 2014, aucune véritable opération de tonte de la pelouse n'a eu lieu à Gaza, ni dans le sud du Liban. Et ce que cela a permis, c'est que le Hamas accumule d'énormes quantités de roquettes et construise toute l'infrastructure de tunnels sous la ville de Gaza et sous l'ensemble de Gaza.
Et dans le sud du Liban, nous avons vu comment le Hezbollah développait des dizaines de milliers de missiles, de roquettes, de missiles longue portée. Et ce qui s'est passé, c'est qu'une fois qu'Israël a signé cet accord de cessez-le-feu au Liban, et je pense qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient mécontents à l'époque parce qu'Israël avait déjà repoussé le Hezbollah et l'avait affaibli d'environ 75%. Beaucoup pensaient qu'Israël devait aller plus loin. Mais ce que nous avons vu, c'est que la doctrine militaire en Israël a changé. Et maintenant, les forces de défense israéliennes mènent en permanence des frappes très ciblées contre les mouvements terroristes, contre les déplacements d'armes, contre les déplacements de terroristes dans la zone que les forces de défense israéliennes ont délimitée comme étant sans Hezbollah. Et je pense qu'Israël s'attend et que les forces de défense israéliennes s'attendent à pouvoir opérer de la même manière. Bien qu'il n'y ait pas une occupation complète de 100% de la bande, les forces de défense israéliennes en contrôlent 50% et ils se réservent le droit, s'ils voient qu'il y a des menaces pour Israël dans les 47% restants, de mener des frappes ciblées et précises à ces endroits. Et en particulier, s'ils sont attaqués dans les 53% restants de la bande qu'ils contrôlent, ils vont riposter. Ils préviennent, même les civils, n'approchez pas de nos positions. Si vous agissez ainsi, nous le prendrons pour une menace et cela mettra vos vies en danger. En ce moment, ce que nous voyons à l'intérieur de la bande, c'est que non seulement le Hamas attaque les positions de Tsahal, mais il attaque aussi les Khans qui essaient d'affirmer leur contrôle. Et il y avait jusqu'à 10 clans qui travaillaient avec Tsahal, aux côtés de Tsahal, dans une certaine mesure, pendant l'opération contre le Hamas. Le Hamas tente désormais de reprendre le contrôle de ces 47% et ils descendent dans les rues et ils exécutent moins des gens dans les rues. Et nous sommes en train de le regarder. D'ailleurs, il n'y a pas de condamnation massive. Vous ne voyez pas les militants pro-palestiniens, pro-Gaza dénoncer le Hamas pour avoir tué les prétendus collaborateurs des clans ou milices qui veulent s'imposer leur autorité non Hamas sur Gaza. Nous observons maintenant pour voir ce qui va se passer. S'ils commencent à s'entretuer, je pense que les forces de défense israéliennes se contenteront d'observer. Si ces mouvements commencent à se retourner contre les positions des forces de défense israéliennes, alors les forces de défense israéliennes vont intervenir. Vous avez évoqué les clans à Gaza. Certains estiment qu'une guerre civile pourrait éclater entre le Hamas et ses clans. Il y en a, je ne sais pas si vous avez vu les commentaires du président Trump. Il a même dit que ces clans sont un mauvais groupe. Et il n'a pas félicité le Hamas de les avoir éliminés, mais il a en quelque sorte compris la logique derrière cela en disant que les clans sont terribles. Je veux dire, comment cela s'accorde-t-il avec le fait que certains de ces clans étaient soutenus par Israël? Le Hamas, vous voyez dans les vidéos comment ils éliminent ces clans dans les rues. Le président affirme que certains clans sont vraiment mauvais. Sont-ils avec nous? Je sais qu'ils ne sont pas sionistes, mais... Je ne sais pas vraiment quoi penser exactement des commentaires du président ici. Et nous avons aussi entendu dire que, vous savez, le Hamas agissait contre ces clans avec une sorte d'accord des Qataris ou même des Américains. Vous savez, ça n'a pas vraiment beaucoup de sens pour moi. Quand vous évoquez les clans et milices à Gaza, on peut parler du djihad islamique palestinien. Vous pourriez parler de certains mauvais groupes. Maintenant, vous en avez un. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment de bons ou de mauvais groupes ici. Vous savez, même les clans dont on a beaucoup entendu parler, comme le clan Abu Shabab, et il y a environ 10 autres clans avec lesquels Israël travaillait. Et il faut un peu choisir son poison, non? Et comme nous l'avons vu en Syrie, où, vous savez, Al-Chara est devenu le chef de clan qui a pris le pouvoir après Bachar el-Assad, c'est ce qui va se passer à Gaza. Et je pense que ce qu'Israël espère vraiment, c'est une sorte d'organisation décentralisée à l'intérieur de Gaza où l'on ne veut pas voir une seule organisation comme le Hamas contrôler toute la bande et être capable de gouverner toute la bande. Ils visent à instaurer un gouvernement technocratique et puis dans les villes locales, il pourrait y avoir des clans et c'est vraiment ainsi que fonctionnent les communautés arabes et palestiniennes, même à l'intérieur d'Israël même. Dans chaque ville, vous avez généralement 1, 2 ou 3 clans différents qui contrôlent une zone géographique. Et Israël préfère travailler avec ceux qui sont capables de maintenir l'ordre dans leur petite zone d'influence. Et je pense que ce que Donald Trump a réussi à faire ici, c'est d'une part brandir une grosse menace, c'est-à-dire, vous savez, j'ai en partie retenu les forces de défense israéliennes,
Mais si vous ne vous désarmez pas, alors je vais leur donner le feu vert pour aller plus loin contre vous. Donc, il y a clairement une menace, mais il y a aussi une carotte, c'est-à-dire, vous savez, d'énormes sommes d'argent qui arrivent pour la reconstruction dans les zones où le Hamas se désarme et où le calme persiste. Donc, je pense que ce qui se passe ici, c'est que les forces de défense israéliennes veulent travailler avec des clans qui sont prêts et disposés à maintenir le calme afin de permettre la reconstruction. Et si le Hamas continue de contrôler certaines zones ou tire sur les membres de ces clans, eh bien, ces zones ne recevront aucun financement pour la reconstruction. Je pense que c'était l'un des points clés de ce plan. La reconstruction aura lieu dans les zones où le Hamas n'a pas d'influence, ce qui signifie que vous n'avez pas forcément tout à coup 70 milliards de dollars, comme en parle la communauté internationale, qui irait directement dans l'ensemble de Gaza. Au contraire, il y aura une reconstruction ciblée dans les zones où l'armée israélienne, les clans, un certain type de gouvernement technocratique palestinien ou une force internationale de stabilisation maintiennent effectivement le calme dans toutes les zones où le Hamas est encore actif. Donc, il n'y aura aucune reconstruction dans ces zones-là. Et je pense que ce que l'armée israélienne espère et ce qu'Israël espère, c'est qu'il y ait une sorte de séparation entre les bonnes forces et les mauvaises forces. C'est-à-dire que si le Hamas finit par consolider son contrôle dans une zone, eh bien, ils deviennent alors isolés. Et ensuite, il sera beaucoup plus facile pour l'armée israélienne de lancer une opération dans cette zone isolée et contenue afin d'éliminer le reste des méchants. Et c'est pourquoi je pense aussi que vous avez entendu le ministre des Affaires stratégiques, Ron Dermer, parler d'une solution à 2 États cette semaine, mais pas d'une solution à 2 États en Israël, entre Israéliens et Palestiniens. En fait, il parle de l'intérieur de Gaza, qu'il y aura cette zone contrôlée par l'armée israélienne, dans laquelle l'armée israélienne va superviser la reconstruction afin qu'elle puisse avoir lieu dans un environnement pacifique et que 53%. Et ensuite, Kraz, vous pourriez voir le Hamas contrôler d'autres zones de la bande et il y aura donc ces zones séparées qui se formeront à l'intérieur de Gaza et Israël décidera comment gérer chaque zone en fonction de la situation sur le terrain. Et si tout s'effondre, d'ailleurs, je tiens à mentionner que le ministre de la Défense, Katz, a donné pour instruction à l'armée israélienne d'élaborer un plan opérationnel à grande échelle pour vaincre le Hamas à Gaza si tout s'effondre. Mais je veux parler du discours de Trump. Lundi a été une journée vraiment historique en Israël, en plus du retour des otages. Le président Trump a atterri avec Air Force One, a fait un discours, puis est allé en Égypte. Nous en parlerons bientôt. Mais je ne connais aucun Israélien qui n'était pas devant la télévision lundi, heureux de voir les otages rentrer. En même temps, il craignait de voir tant de prisonniers arabes libérés. Et puis, vous aviez le président Trump qui atterrissait ici, Jared Kushner, Steve Witkoff et la Knesset, alors que la fête de Simchat Torah approchait. Exactement 2 ans depuis le début de cette guerre selon le calendrier hébraïque, un discours vraiment historique et inédit. C'est le 4e président à s'adresser à la Knesset, mais jamais dans de telles circonstances, avec une telle jubilation pour le retour des otages. Je ne sais pas si des Israéliens, alors que les gens préparaient la fête et cuisinaient, étaient tous scotchés à la télévision lundi. J'aimerais ton avis sur le discours de Trump. On pourrait probablement faire toute une émission sur le discours de Trump, mais prenons juste quelques minutes pour discuter des principaux aspects de ce que le président a dit à la Knesset. Eh bien, la situation était surréaliste, comme tu l'as dit. Je suis dans une souka, une cabane dehors avec 2 ordinateurs ouverts. Sur un ordinateur, je regarde des otages transportés vers Israël dans des véhicules de la Croix-Rouge. Sur l'autre ordinateur, je regarde l'avion du président Trump, Air Force One, atterrir à l'aéroport Ben Gurion avec le premier ministre et le président qui attendent là pour l'accueillir. Et aussi pendant Sukkot, c'est une fête pendant laquelle les dirigeants du monde venaient traditionnellement en Israël pour participer aux bénédictions de cette grande fête. Et ici, vous aviez le chef du monde libre, le président Donald Trump, qui venait au Parlement israélien pendant cette fête, le dernier jour de cette fête, à la veille de Simchat Torah, lors de laquelle les otages ont été pris au départ. Il a débuté son discours en bénissant le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et vous savez, d'un côté, je veux dire, même juste ces premières phrases, je pense que c'était tellement profond. Si vous évoquez le Dieu d'Abraham, cela peut concerner les Juifs ou les Arabes. C'est pourquoi vous avez les accords d'Abraham, car tout le monde est Abraham. J'aime bien, avec le 5. Il parle en hébreu, pourquoi pas? Et c'était à Rome.
Et s'il a ensuite béni le Dieu d'Isaac, alors tu pourrais parler des Juifs, mais tu pourrais aussi parler du monde occidental et des chrétiens, parce qu'Asaph était aussi un fils d'Isaac. Mais quand tu parles du Dieu de Jacob, tu parles de Jacob, dont le nom a été changé en Israël, Israël dans la Torah. Il avait 12 fils, fondateurs des 12 tribus d'Israël, qui ont conservé leur identité et leur force juive. Donc, il bénissait vraiment le Dieu d'Israël. Et si vous regardez ce qui s'est passé après le 7 octobre, vous aviez le président Biden, vous aviez d'autres dirigeants du monde occidental qui sont tous venus en Israël pour exprimer leur soutien après qu'Israël soit devenu une victime le 7 octobre, mais aussi spécifiquement pour essayer de s'assurer qu'Israël ne lancerait pas réellement une opération terrestre dans la bande de Gaza. Ils célèbrent notre statut de victime avant de nous retenir. Après 2 ans de combat, le président Trump venait célébrer la victoire d'Israël. Le président Trump a contribué à cette victoire en fournissant à Israël les armes pour combattre à Gaza, au Liban et en Syrie. Et l'Iran a également participé à la destruction du réacteur nucléaire à Fordo et à Natanz avec l'opération Midnight Hammer. Donc, vous voyez Trump venir en ce jour historique et très spirituel pour bénir Israël, bénir la victoire et aussi parler de l'aube d'une nouvelle ère. Alors, ce qu'il espère, ce n'est pas seulement un cessez-le-feu à Gaza, mais en réalité le début d'une ère de paix dans tout le Moyen-Orient avec l'expansion des accords d'Abraham. Et il continue en disant qu'il y a de nombreux pays qui pourraient être prêts à signer les accords d'Abraham. Nous parlons de pays déjà connus, comme l'Arabie saoudite. Nous parlons de pays qui sont potentiellement éloignés, comme l'Indonésie et le Pakistan. Il y a même eu des rapports que le président de l'Indonésie devait arriver. Et cela était intéressant en soi. Nous pourrons en parler aussi après. Mais vous pourriez voir l'Indonésie et le Pakistan, puis vous pourriez voir le Liban, vous pourriez voir la Syrie. Ce sont toutes des choses auxquelles le président a fait allusion. Il a remercié les artisans de la paix. Il a remercié Kushner et Witkoff. Il a dit que Bibi était dur. Il a dit que c'est un grand leader et qu'il mérite une grâce. Il s'est tourné vers le président Herzog en plein discours et a improvisé. Pourquoi ne pas gracier cet homme ici? Et il dit quoi? On parle de cigares, de champagne. Puis il dit assez de controverses et donne la parole au tribunal. Il dit que ce n'est finalement pas si controversé. Allons-y, faisons-le déjà. Faisons-le. Je ne sais pas forcément si ce commentaire va convaincre un Herzog de le faire. De plus, je ne sais pas quel serait le mécanisme réel pour cela, si le président peut accorder une grâce avant une condamnation ou s'il faudrait une sorte de négociation de peine, puis une grâce, tu sais, qui sait si cela arrivera un jour. Mais encore une fois, je pense que... Et il y avait beaucoup de gens en Israël qui se demandaient si cet accord allait être un bon accord ou un mauvais accord, si c'était la bonne chose à faire ou non. Il y avait beaucoup de concessions amères dans l'accord, y compris, vous savez, le retrait d'environ la moitié de la bande de Gaza, ainsi que la libération de tous ces terroristes détenus dans les prisons israéliennes. Mais je pense que lorsque le président est arrivé et que les otages sont rentrés chez eux le même jour, les gens ont compris qu'Israël avait très bien réussi. Et aussi, Israël avait très bien fait de conclure cet accord. Je pense que si vous regardez ce que le président Trump a fait, Anthony Blinken et des membres de l'administration Biden disaient que l'accord ressemblait beaucoup à celui sur lequel il travaillait, comme s'il l'avait élaboré. Maintenant, c'est Israël qui a élaboré l'accord. C'est un accord que Ron Dermer avait présenté à l'administration précédente. C'est le même accord que Dermer a présenté à Witkoff et plus tard, Kushner s'est impliqué. Je pense que cela a été très utile d'après ce que je comprends. Et quoi? Donald Trump a fait 2 choses. Premièrement, il a donné le feu vert à Israël pour frapper fort, y compris à Gazaville, qui était vraiment le dernier grand bastion du Hamas. Et comme il voyait qu'Israël était en train de tout anéantir jour après jour, le Hamas a compris que si les forces de défense israéliennes continuaient, ils seraient complètement éliminés, mais alors on risquait de ne pas récupérer les otages, n'est-ce pas? Et puis l'autre chose que Donald Trump a faite, c'est qu'il a exercé des pressions sur le Qatar, la Turquie, l'Égypte, la Jordanie, les autres pays et l'Arabie saoudite pour qu'ils fassent pression sur le Hamas essentiellement afin qu'ils retirent leur soutien au Hamas.
Et on voit même ces derniers jours qu'ils ont publié des déclarations condamnant les actions du Hamas à l'intérieur de Gaza, alors qu'ils attaquent certains de ses membres du clan. Il a donc inversé la pression contrairement à l'administration Biden qui la mettait sur Israël. Il disait « Vous ne pouvez pas détruire le Hamas. C'est une idéologie. Cela restera toujours. » Ensuite, il faisait pression sur Israël, parlait d'un État palestinien, puis demandait la démission de Netanyahou ou l'organisation d'élections. Trump a complètement inversé ce paradigme. Il a soutenu Netanyahou. Il a dit que Netanyahou a été un grand chef de guerre. Il a montré que Netanyahou est dur. Il l'a répété dans son discours. Tu es dur, mais c'est sûrement pour ça que tu gagnes, non? Et je pense que Trump aime les gagnants, c'est sûr. Vous voyez ça, et même dans cette frappe contre le Qatar, vous voyez que Netanyahou est allé contre la volonté de Trump pour le faire. Et je pense que c'est important. Et il est important que Netanyahou ait pu le faire. Je veux en parler plus tard. Apparemment, Witkoff et Kushner étaient contrariés par la frappe. Nous y reviendrons dans quelques minutes. Mais revenons à ce qui s'est passé lundi. Le président a quitté Israël pour le sommet en Égypte. Je pensais qu'après Simchat Torah, la fête, j'allumerais les infos et que ce serait le sujet principal de grandes annonces. Et ce n'était vraiment pas le cas. C'était à peine mentionné. C'était comme si ça n'avait même pas eu lieu. Il n'y avait pratiquement aucune grande nouvelle à ce sujet. En même temps, certains médias affirmaient que le Premier ministre Netanyahou, invité au sommet, avait finalement refusé d'y aller en raison de la fête juive de Simchat Torah. Je n'y crois pas. Je pense que c'est plutôt une question de politique concernant la raison pour laquelle le Premier ministre n'y est pas allé. Il connaissait la date du sommet. Pourquoi alors a-t-il accepté d'y aller durant Simchat Torah? Après, il a prétexté la haie pour ne pas y aller, alors qu'il savait la date. Pourquoi voulait-il y aller, puis a-t-il changé d'avis? Je pense que c'est lié à la politique. Ton avis m'intéresse. Il faut aussi rappeler que le vice-président J.D. Vance doit venir en Israël cette semaine, voire demain. Demain, pour faire le point sur le cessez-le-feu et la situation, commençons par l'Égypte et évoquons le vice-président Vance. Eh bien, il semblait que le premier ministre n'avait pas été invité au départ. Maintenant, à ce moment-là, nous ignorions pourquoi le premier ministre et le Hamas n'étaient pas invités. Donc, les deux parties à l'accord ne sont pas invités à participer. Je comprends que le Hamas ne soit pas invité car il est isolé, mais Israël non plus n'a pas été convié. Ensuite, nous avons vu que le premier ministre Netanyahou monte dans la bête, dans la voiture de Trump et voyage dans sa limousine, voyage de l'aéroport jusqu'à la Knesset avec lui. Et puis, tout à coup, des rapports ont indiqué que Trump avait essentiellement pris le téléphone pour appeler le président égyptien El-Sisi et a dit que Netanyahou serait prêt à venir s'il était invité. Et tout à coup, il est invité. Mais ensuite, nous commençons à voir des rapports selon lesquels le président turc Erdogan dit qu'il fera demi-tour avec son avion et retournera en Turquie si le premier ministre Netanyahou est présent. Le ministre des Affaires étrangères irakien a affirmé qu'il ne participerait pas si Netanyahou était là, selon les rapports. Donc, il semble qu'à ce moment-là, Netanyahou et potentiellement Trump ont aussi décidé que même s'ils pensaient que ce serait une bonne idée, si l'histoire devient que les gens ne vont pas participer, si Netanyahou se présente, il vaudrait mieux qu'il ne vienne pas. Le premier ministre utilise surtout la fête comme prétexte. Je pense que si la participation de Netanyahou avait été acceptée, il serait probablement venu, même s'il s'agissait d'une fête. Mais le premier ministre utilise la fête, ce qui envoie aussi un message fort « Je respecte ma fête, je n'y vais pas ». Mais comme vous l'avez mentionné, l'événement s'est avéré être, je dirais, presque un non-événement, n'est-ce pas? Oui, exactement. Vous savez, et même si nous avons entendu certains dirigeants arabes parler, une fois de plus, d'une voie vers un État palestinien selon les frontières de 1967, je pense que le composant le plus important de cet événement était de montrer que les puissances occidentales, y compris les premiers ministres et présidents du Royaume-Uni, de l'Allemagne, de la France, de l'Italie, ainsi que des membres clés du monde arabe, y compris l'émir du Qatar, les Saoudiens, tout le monde de la Turquie, de l'Égypte et d'autres, font tous pression sur le Hamas pour mettre fin à cette guerre et aussi pour cesser de faire pression sur Israël, montrant ainsi leur alignement avec la volonté présidentielle de normaliser les relations avec Israël.
Heureusement, cela ne s'est pas avéré être trop. S'il y avait eu de grands titres, ce n'aurait peut-être pas été dans le meilleur intérêt d'Israël, honnêtement. Le président est venu, puis reparti, le sommet égyptien a eu lieu, puis c'est terminé. Israël trace maintenant ses lignes à Gaza. Israël a récupéré ses otages, du moins ceux qui sont encore en vie. Israël récupère les corps des morts, même si cela prend des jours ou des semaines. Un engagement semble exister pour tous les récupérer. Et maintenant, nous verrons si nous commençons à aller vers une sorte de normalisation avec ces autres pays. Et vous savez, nous devons simplement observer, attendre et voir comment le reste de cet accord va se dérouler. Alex, J. D. Vance doit arriver demain, comme vous l'avez dit. Quelle est la signification de ce voyage? Est-ce qu'il fait simplement un suivi de tout ce qui se passe? Est-ce que c'est une autre première visite? Une nouvelle initiative peut-être? Pourquoi intervient-il à ce moment précis dans ces accords de normalisation? Eh bien, je ne sais pas si Vance est derrière la signature des accords de normalisation. Vous avez également mentionné le discours de Trump. Trump n'a pas mentionné Vance dans son discours. Il a mentionné qu'il avait parlé de Marco Rubio, qui sera probablement considéré comme le plus grand secrétaire d'État de l'histoire américaine. Il a longuement parlé de Witkoff, de quel homme formidable il est et pourquoi tout le monde l'apprécie. Et il a mentionné Exet dans ce rôle de secrétaire à la guerre. Et il a aussi mentionné Jared Kushner, son cerveau unique et sa capacité à accomplir les choses. Il n'a pas du tout mentionné Vance. Et c'est peut-être parce qu'en réalité, Vance a été moins du côté pro-Israël que tous les autres. Je veux dire, vous voyez que Vance animait l'émission de Charlie Kirk le lundi après que Kirk ait été assassiné, cette toute première émission qu'ils ont faite. Et qui avait-il comme invité? Il avait Tucker Carlson, et Tucker Carlson rabaissait Netanyahou dans cette émission, parlant de combien c'était dégoûtant et troublant que Netanyahou ait fait un commentaire sur à quel point Charlie Kirk était pro-Israël, alors que Charlie Kirk était extrêmement pro-Israël. Et Vance n'a pas dit un mot à ce sujet quand Tucker disait cela devant lui. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent des convictions pro-Israël de J.D. Vance. Vance n'en est pas à sa première visite. J'ai vu récemment une photo de lui au mur occidental en 2022. Il est déjà venu ici. Je sais que le premier ministre et Ron Dermer ont déjà passé beaucoup de temps en réunion privée avec J.D. Vance lors de précédents voyages à la Maison-Blanche. Et donc, je pense que c'est peut-être une occasion pour Israël de réparer en quelque sorte ses relations avec Vance en ce moment. Je ne sais pas si Vance vient avec un quelconque programme. Mais encore une fois, là, je pense que Rubio, Witkoff, Kushner, ce sont eux les acteurs les plus importants. Et je pense qu'avec Vance, c'est plus une question d'avenir que de présent. À l'heure actuelle, il semble que le président des États-Unis et le premier ministre entretiennent une relation de travail cordiale et respectueuse. La question est, où est J.D. Vance et qu'est-ce que cela signifierait si James David Vance devenait un candidat républicain potentiel après ces 3 années restantes de cette administration avec le président Trump? Quand nous verrons son voyage, je reviens à Witkoff et Kushner. Tout le monde sait que le célèbre magazine d'information 60 minutes est censé être diffusé ce soir. Et d'après ce que je comprends, il y a eu un aperçu de l'interview avec Witkoff et Kushner. Witkoff affirme s'être senti trahi par les frappes aériennes israéliennes contre des dirigeants du Hamas à Doha, au Qatar, le mois dernier, en plein milieu des négociations pour libérer les otages et arrêter la guerre. Jared et moi, nous nous sommes tous les deux sentis. Je pense simplement que nous nous sommes sentis un peu trahis. J'avais entendu dire que le président était furieux. Je pense qu'il avait l'impression que les Israéliens perdaient un peu le contrôle. Quelle importance que Witkoff affirme publiquement à la télévision dans 60 minutes s'être senti trahi par Israël. D'accord. Et vous avez vu dans cette interview menée par Leslie Stahl, elle dit, vous savez, ils ont frappé contre les artisans de la paix, n'est-ce pas? Il y a clairement une grande différence d'opinion en Israël et aux États-Unis sur le rôle du Qatar, que ce soit comme artisan de la paix, négociateur, ou en réalité comme le sponsor des terroristes et celui qui leur fournit un refuge sûr. Et nous savons que les dirigeants de Hamas vivent au Qatar depuis de nombreuses années. Et je pense que c'est une bonne chose qu'ils aient exprimé que le premier ministre Netanyahou a agi de son propre chef
et qu'il a pris des mesures auxquelles même le président des États-Unis n'était pas forcément favorable. Netanyahou a agi selon ce qu'il jugeait bon pour Israël. Et non seulement cela, je dirais que l'on peut voir par la frappe qu'elle a été très efficace, même s'ils n'ont pas obtenu ce résultat, comme l'ont mentionné Amit Segal et d'autres journalistes israéliens. C'était la frappe la plus réussie parmi les frappes infructueuses, dans le sens où ils n'ont pas éliminé toute la direction du Hamas qu'ils s'attendaient à éliminer. On s'interroge sur la façon dont ces dirigeants, censés être là, ont été prévenus pour quitter la pièce, mais c'est pourtant arrivé. Nous ne savons pas qui en faisait partie. Witkoff a déclaré qu'il ne savait pas que cela allait se produire avant que cela ne se produise, ce qui, vous savez, fait que nous ne connaissons pas vraiment la chronologie de tout cela, et peut-être que nous le découvrirons. Je ne suis pas sûr de comprendre exactement pourquoi Witkoff et Kushner sont aussi francs à ce sujet, nécessairement dans l'émission 60 minutes ici. Mais cette frappe a en fait créé les conditions dans lesquelles les Qataris et tout le reste du monde arabe ont compris que rien n'allait retenir Israël et qu'ils allaient terminer ce travail contre le Hamas, peu importe où se trouve le Hamas. Et cela pourrait être au Qatar ou en Turquie. Et je pense que cela a ensuite permis à l'Amérique de faire pression sur tous ces pays. Et ils ont effectivement fait pression sur Israël pour parvenir à un accord. Mais c'est un accord qui, plus ou moins, je dirais même probablement à 80%, est l'accord qu'Israël voulait. Donc, au final, cela a vraiment fonctionné. Et c'est aussi, je pense, vraiment intéressant ici. Vous voyez, Kushner dit qu'ensuite, le président a compris qu'il allait devoir mettre la pression sur Netanyahou. Et je pense que cela va à l'encontre de tout ce récit selon lequel Netanyahou contrôlait Trump. C'est ça. Donc, je pense que ça pourrait s'équilibrer. D'un côté, ça ne semble pas très positif. D'un autre côté, tout pourrait être utile. Mais je ne sais pas si cela aura un impact durable. Vous avez vu, encore une fois, Kushner et Witkoff ici en Israël. Ils ont été très émus par le discours à la Knesset. On pouvait voir qu'ils étaient très émus par leur passage sur la place des otages. Et tous les deux ont même secoué les 4 espèces, le loulav et l'étrog, que les Juifs prennent pendant Soukkot et agitent. Et ils ont fait cela au mur occidental. Donc je pense qu'on sait toujours, même s'ils jouent un peu sur les deux tableaux, et même si Kushner et Witkoff ont des liens d'affaires importants avec les Qataris, qu'ils travaillent vraiment pour aider à bénéficier à l'État d'Israël. Allons-y. Parlez des médias, ou plutôt de la bataille médiatique anti-Israël actuelle. Vous avez Honest Reporting, l'observatoire des médias, qui partage que Christiane Amanpour, correspondante de Cable News Network, affirme que les otages israéliens à Gaza ont été bien traités. Elle a publié le message suivant sur Twitter, sur X. Les otages israéliens ont probablement été mieux traités que le Gazaoui moyen parce qu'ils sont les pions et les atouts que le Hamas possédait. Elle minimise en gros la souffrance des otages israéliens détenus depuis 2 ans dans les geôles du Hamas. Elle a ensuite présenté des excuses après que des groupes comme Honest Reporting l'ont interpellée. Depuis des années, nous voyons de nombreux reportages anti-israéliens de Christiane, notamment sur American Broadcasting Company. Je crois qu'elle était mariée à Peter Jennings. Je dirais qu'il y a ici une génération de reportages terribles sur Israël. C'est méprisable. Et vous avez aussi sur Twitter, d'ailleurs, sur X, ces personnes qui comparent la situation concernant les terroristes et les otages comme si c'était 2 camps équivalents. Ces terroristes dans les prisons israéliennes reçoivent 3 repas par jour et certains prétendent que leur condition est pire que celle des otages qui ont littéralement été torturés à Gaza pendant 2 ans. Donc encore une fois, c'est du mauvais journalisme. Les terroristes palestiniens assis dans les prisons israéliennes, tout d'abord, ce sont des criminels condamnés. Ces personnes condamnées pour meurtre viennent d'être libérées par Israël. Vous avez évoqué 3 repas quotidiens. Je veux dire, ils ont des téléphones portables, ils ont des télévisions, ils sont ensemble les uns avec les autres. Ils lisent des livres, ils obtiennent des diplômes. Cardiopathie congénitale, certains d'entre eux. En Israël, Itamar Ben-Gvir affirmait durant sa campagne que les terroristes sont trop bien traités dans les prisons israéliennes. Vous avez des otages israéliens qui étaient des civils assis chez eux un samedi matin pendant un jour férié et des terroristes sont venus, ont assassiné leur famille juste devant eux, les ont kidnappés, les ont retenus.
Nous avons eu des histoires d'otages qui étaient attachés, enchaînés à l'intérieur de tunnels pendant 2 ans où ils n'ont pas vu la lumière directe du soleil pendant 2 ans. Et ils recevaient un repas par jour. On parle d'une pita et demie par jour et peut-être un peu d'eau, vous savez, complètement dénutrie. Christiane Amanpour a déclaré à l'antenne qu'ils avaient été mieux traités. Ce n'était pas seulement un tweet. Elle a dit à l'antenne que probablement le Hamas traite les otages mieux que beaucoup de civils vivant dans la bande de Gaza. Je veux dire, Israël fournissait 3000 calories par jour à chaque citoyen, chaque résident civil de Gaza, vous savez, pendant des mois et des mois. C'est malsain. Elle s'est excusée, admettant que ça pouvait être insensible. Je n'aurais pas dû dire ça, d'accord. Bon, ça ne veut pas dire qu'elle n'y croit pas. C'est juste que c'était insensible de sa part de le dire. Voici le problème avec quelqu'un comme Christiane Amanpour. Elle a présenté des excuses. Je veux dire, comme tu l'as mentionné, elle fait ça depuis des années et des années. Où est la véritable responsabilité? Est-ce qu'elle va perdre son travail à cause de ça? Probablement aucune chance. J'en doute, aucune chance. Le président Trump critique souvent Cable News Network et certains autres, Quand vous parlez des organisations médiatiques et publicitaires. parler de l'état de ces otages. Et je veux juste insister sur quelque chose. Je vais sortir un instant du script ici, mais nous entendons des histoires incroyables de la part de ces otages sur la façon dont ils ont survécu à la captivité et comment ils ont utilisé leur force émotionnelle et psychologique pour traverser les conditions les plus difficiles. Je veux dire littéralement des conditions d'enfer sur Terre. Nous avons entendu des histoires où quelques otages étaient détenus ensemble. Et puis, l'un des otages demandait chaque jour aux autres de dire quelque chose qui leur avait fait du bien ou qui les avait rendus heureux ce jour-là. Et on se demande, qu'est-ce qui pourrait bien être positif dans une telle situation? Eh bien, peut-être qu'on a pu se brosser les dents. Donc, c'est déjà ça. Ou peut-être qu'on a eu un seau d'eau et qu'on a pu se laver un peu. Donc, oui, c'était bien. Ou peut-être que le terroriste du Hamas qui nous torturait ne s'est pas présenté un jour. Donc, c'était bien. Et puis, c'est arrivé au point où chacun partageait chaque jour 3, 4, 5 choses qui étaient positives dans la journée. Et donc, quand tu entends ces choses, tu es vraiment en admiration et tu réalises à quel point l'âme de ces personnes est spéciale, vraiment, et c'est le cas pour chacun d'eux. Je veux dire, Eli Shirabi vient tout juste de sortir son livre maintenant, Otage en anglais. Et donc, il était chez Piers Morgan plus tôt cette semaine. Et je pense que tout le monde devrait regarder ce qu'il a dit. Pierce a tenté de le faire critiquer Netanyahou ou de le piéger sur le soutien à la solution à 2 États sans succès. Et Sharabi n'est pas tombé dans le piège à ce sujet. Mais je veux dire les choses qu'il a dites parce que Eli Sharabi, sa femme et ses enfants ont été assassinés le 7 octobre, mais ils ne le savaient pas, d'accord, parce qu'ils ont été tués après qu'il ait été pris en otage. Et il pensait chaque jour aller revoir sa femme et ses enfants. Et puis, il raconte comment, lorsqu'il a été libéré, et il a été libéré lors de la première libération d'otages, il ne faisait pas partie de ces 20 derniers, il était libéré lors du précédent accord. Et l'assistante sociale est venue le voir, vous savez, immédiatement après sa libération, et il lui a dit qu'il allait voir sa mère et sa sœur, et il a dit « et ma femme et mes enfants », et elle a répondu « tu vas retrouver ta mère et ta sœur, et elles vont te parler ». Et c'est là qu'il a compris que sa femme et ses enfants avaient été assassinés. Sinon, il viendrait également le voir. Et vous savez ce qu'il a dit? Il a dit qu'il était tellement soulagé de ne pas avoir su que sa femme et ses enfants avaient été assassinés pendant qu'il était en captivité. Il a dit que c'est le rêve de les revoir qu'il a maintenu en vie pendant sa captivité. Même si ce n'était pas le cas, il a appris en sortant de captivité qu'il n'avait plus de femme ni d'enfants, et il était reconnaissant de l'ignorer jusque-là. Donc, on voit vraiment la force psychologique et la résilience de ces personnes. Et c'est tellement important que nous les ayons récupérées. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disaient oh, « Vous savez, comment peut-on risquer de perdre la guerre pour 20 otages? » Mais vous voyez, quand ces 20 otages rentrent à la maison, à quel point ils sont incroyables et à quel point il est vraiment important pour Israël de ne jamais laisser personne derrière. Et je pense que nous allons découvrir de plus en plus d'histoires sur l'héroïsme de ces otages. C'est ce que je pensais dire. Nous devrions conclure l'émission sur l'héroïsme des otages. Avec le temps, nous entendrons davantage d'histoires à mesure qu'ils poursuivent leur réhabilitation. Vu hier soir aux infos,
Les otages mangent un peu plus chaque jour. Une famille expliquait que voir leurs proches détenus 2 ans manger un peu plus chaque jour leur redonne force et espoir. Nous avons vu leur vidéo de l'un des otages sortant de l'hôpital et s'il voulait aller à la plage. Et on le voit dans l'océan avec sa femme et ses enfants. Mon Dieu, c'est incroyable. Et comme je l'ai dit, c'était plus tôt dans l'émission. C'est la première fois depuis 2014 qu'il n'y a plus aucun otage vivant dans la bande de Gaza. Et si Dieu le veut, il n'y aura plus jamais d'autres otages vivants pris par le Hamas ou d'autres terroristes. Mais cela ne veut pas dire qu'ils n'essaieront pas. Ils essaient déjà. Je sais qu'ils veulent kidnapper nos soldats à Gaza. Qui sait ce qu'ils prévoient ensuite? S'il te plaît, mon Dieu, protège-nous. Nous avancerons et de bonnes choses arriveront. Je remercie tous ceux qui œuvrent discrètement à Jérusalem. Minute Zach Sickerman, Ryan Lifshitz, Esther Eden et le responsable du studio, Yuri Svetsky. Rendez-vous sur Jewish News Syndicate Télévision pour découvrir les super interviews d'Alex cette semaine. Rendez-vous sur jewishnewssyndicate.org pour les dernières actualités sur Israël, le Moyen-Orient et le monde juif. Shalom depuis le Jewish News Syndicate Media Hub ici à Jérusalem, la capitale éternelle de l'État d'Israël et du peuple juif. Passez une excellente semaine à tous.